Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans ce journal des JO Milano Cortina qui dure encore, et oui, tout au long de cette semaine, deuxième semaine de ces JO. Très passionnant qu'on peut vivre avec vous grâce justement à notre correspondant, également consultant sportif surtout, de la place du village. Tous les soirs de la semaine, on fait un point complet sur les résultats, les analyses, également des reportages aussi également. Et vous pouvez aussi poser vos questions en direct à Marc. N'hésitez pas à le faire, il saura vous répondre. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en télévision, sur vos tablettes et vos smartphones, Facebook, YouTube et Twitch également, pour pouvoir suivre cette émission. Allez, justement, ce soir, dans le 19h de la place du village, on va rejoindre tout de suite Marc Garcia. Bonsoir, Marc. Bonsoir Johan, bonsoir, comment ça va? Comment vous allez? Vous avez passé un bon week-end? Bonsoir à tous. Oui, très bien, et vous? Parfait, très bien. Il À neige? fond voilà, et ça change pas. Ça change pas par rapport à vendredi. Il laisse toujours autant. Et il faut être prudent, c'est ce qu'on disait dans les infos. Alors, comme dirait notre ami Philippe de Paris, s'il me gève, 1304 mètres d'altitude, température de 0 degré, à peu près une quarantaine de centimètres. Bon. Voilà. Il était tout à l'heure. Il était tout à l'heure, vers 17h30. Il était dans le pays du Mont Blanc, Philippe, et Jean-Noël également aussi, qui bravit le froid par tous les temps. Il pleut, il neige, orage, tempête. Ils sont toujours justement là pour nous informer un peu de ce qui se passe dans nos montagnes. Nous, on va plutôt parler des JO chaque soir. Depuis une semaine, on est chaque soir et on fait une analyse. Également, si les téléspectateurs peuvent également poser vos questions, donc n'hésitez pas. Les analyses, vos réactions, Marc, par rapport à un week-end, on va dire, une pluie de médailles, on peut dire, vu la météo. Oui. Beaucoup de neige de médailles, pluie de médailles. Oui, neige de médailles aussi. On a un total, je pense. Alors, je sais que vous avez complété un tableau, je crois. Alors, voilà. Je vous laisse voilà. Et après, j'attaquerai sur les analyses. Voilà, justement, les plusieurs tableaux. Alors, pour ce week-end, on va commencer par la journée de samedi. Un samedi de fou, on peut dire, Marc, avec notamment une première médaille pour Océane Michelon en biathlon, une belle médaille d'argent qui a été obtenue par elle, qui monte sur la deuxième marche du podium sur le sprint en biathlon. C'était samedi. Oui, magnifique médaille d'argent pour elle, puisque du coup, c'était ses premières Olympiades. Ça faisait un moment qu'elle était, je dirais presque réserviste. Ça faisait une dizaine de jours qu'elle était sur place. Et là, elle a marqué, elle a fait un tir parfait. Et du coup, elle monte sur la deuxième place. Donc c'est magnifique pour elle, c'est magnifique pour la France. Vraiment, je suis très très heureux. J'ai fait comme vous, j'ai suivi l'épreuve. C'était tout à fait exceptionnel. Voilà, Océane Michelon, donc une belle médaille d'argent, on peut la voir sur cette photo faite par l'équipe de France des Jeux Olympiques. On va continuer, Marc, avec un second. Il y a beaucoup de choses. On va continuer ces JO avec cette fois-ci du bronze pour Lou Jean Monod, toujours en biathlon. C'était samedi avec une nouvelle couleur pour Lou Jean Monod. 3 courses, 3 médailles. Notre Française qui remporte une nouvelle médaille olympique, cette fois-ci en bronze sur le sprint. Oui, donc elle termine juste derrière Océane. Donc on aurait presque pu imaginer un doublé français, mais bon, il y a un doublé sur le podium. Lou avait un peu de déception par rapport à son tir parce qu'elle a bien maîtrisé la partie ski, ce qu'on appelle la partie ski en ski de fond, ce qui est paradoxal. Et du coup, oui, malgré tout, elle a pu maîtriser son dernier tour. Et surtout de se glisser à la 3e place. Donc, oui, 3 courses, 3 médailles, c'est ça, oui. Bravo à elle. C'était samedi, ça. C'était encore une belle médaille avec un tableau de médailles qui a beaucoup grimpé durant ce week-end, Marc. Oui, il est monté comme ça, en flèche. Ouais, les notifications s'arrêtaient pas sur les téléphones durant ce week-end. Ils ont dit du boulot, nos confrères, ça c'est sûr. On va continuer, Marc, également. On va parler cette fois-ci d'une médaille toujours de bronze, mais cette fois-ci avec Émilien Jacquelin, la médaille de bronze pour Émilien Jacquelin, qui a battu pour 2 dixièmes sur le sprint. Émilien Jacquelin, donc, qui a tout donné et qui remporte sa première médaille olympique en individuel. C'était hier dimanche.
Oui, magnifique prestation de la part de la part d'Emilien. Encore une fois, Monsieur Lucky Luke, je crois qu'il est surnommé comme ça Mhm. au niveau du tir, au niveau du biathlon. C'est sa marque de fabrique. Il était parti très très fort hein, sur le premier tour en ski de fond. Il avait un règlement de compte avec le Norvégien Lygren, qui a un peu pris le tout quelques jours en avant, la veille ou l'avant-veille. Donc ils ont pris un peu la tête tous les deux et est parti un peu, à mon avis, tête dans le guidon. Et il a payé un peu sur la fin, ce qui fait que oui, vous avez dit 2/10 sur un format de biathlon, ça fait vraiment ça fait peu, ça fait très très peu, Mhm. mais Ça bon, fait très. ça quitté pour lui de sa médaille de bronze, je pense. Et nous l'étions aussi pour lui. Voilà, bravo à lui quand même. Hein. Troisième place, c'est déjà bien. Hein. Déjà monté sur le podium, c'est déjà bien. Ah, pour les Jeux Olympiques, oui, Ouais. c'est tout athlète dans tous les sports aujourd'hui olympiques cherchent sur le podium. Ça c'est clair, net et précis. Voilà, ça c'est sûr. Bravo à lui quand même. On va continuer également toujours ce week-end de folie quand même. Hein. J'ai pas arrêté de préparer les tableaux cet après-midi. Cette fois-ci, on va parler de ski de fond, Marc, avec le relais masculin vice-champion olympique. Justement, il y a eu 4 athlètes justement au bout de l'effort collectif, nos fondeurs tricolores qui montent sur la deuxième marche du podium. Troisième médaille pour l'équipe de France de ski de fond sur ces jeux. Bravo à tous les 4, on peut voir sur cette photo. Ouais, magnifique. On les a entendus, on les a vus, on a écouté. Moi, j'ai écouté Maurice Magnifica, un ancien champion, hein, il avait eu beaucoup de médailles olympiques aussi, surtout des médailles de bronze. Et pour le coup, bah oui, ils étaient partis la tête haute, en espérant, en espérant battre les Norvégiens, qui ont été encore une fois ils ont vraiment dominé la tête et les épaules, on peut dire. Puisqu'en fait, vous avez deux compétiteurs qui partent, ce qu'on appelle dans le format classique en ski de fond. Hein, c'est le format, on va dire, ancien, dont le fameux pas finlandais, je vous en expliquerai plus tard. Mais aussi, il termine par deux ce qu'on appelle en skating. Et les 4 ont tenu bien la baraque française pour finir à cette deuxième place, tant méritée et tant convoitée. Ouais, vraiment. En plus, c'est vraiment une très belle épreuve qu'on a pu voir à la télévision. Ça a été un régal de les regarder, tous les 4. Oui, surtout que les conditions de piste pour le ski de fond cette année, là, pour les Jeux Olympiques, c'est assez particulier. On va pas dire qu'il fait très très froid, que la neige ramollit. Il y a beaucoup de traces. On a vu notamment chez les femmes, mais aussi chez les gars, chez les hommes, beaucoup de chutes. Il fallait être très très vigilant, qui amène une difficulté aussi physique. Et du coup, bah non, nos Français ont été à la hauteur et ont été vraiment parfaits pour se hisser sur cette deuxième place par équipe. Oui. Et Mathilde Delhomme, qui fait sa troisième médaille d'argent. Et oui, déjà, oui, il faut le souligner, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bravo à lui. Voilà, il se régale. Pendant ces JO, on le voit bien à la télé. Il se régale. Ouais. On va, on va continuer, Marc, avec cette fois-ci, on va parler une autre discipline, notamment. Donc, c'était hier dimanche avec Loane Bozolo et Léa Casta qui ont eu une bronze à Livigno. Le duo français qui décroche la médaille bronze, donc en snowboard cross, par équipe mixte. Bravo également, qui fait grimper également le tableau des médailles durant ce week-end. Oui. Alors, on attendait beaucoup. Je crois que l'ensemble des journalistes, en général, j'ai écouté nos confrères de France 2, mais aussi d'Eurosport. On attendait beaucoup de médailles de la part du border, en tout cas du snowboard. Et là, pour les coups, en cross. Et là, ils ont sauvé la baraque pour cette épreuve par équipe mixte et de finir sur cette troisième place. Bon, on espérait, faut être clair, on espérait quand même beaucoup mieux de leur part. Encore une fois, les Jeux Olympiques, c'est une épreuve d'un jour. Et du coup, je pense que peut-être sur l'aspect tactique et d'autres choses, il y aura certainement des choses à revoir pour cette équipe-là, avec des talents évidemment de très haut niveau. Les Français sont capables de gagner. Et là, on est passé encore une fois à travers. Voilà, bravo quand même. Bon, une belle médaille bronze quand même. Oui, cette médaille de bronze, oui.
Ouais, elles étaient contentes quand même hein, d'avoir gagné justement cette belle médaille. Bravo à elles. Allez, on va Ouais. continuer avec cette fois-ci une médaille qu'un athlète a eu 16 ans après. Vous le connaissez. Regardez à côté de moi. Et oui, justement, c'est notre ami Martin Fourcade qui champion olympique donc de la Mastart de Vancouver. C'était en 2010 exactement. Si le tableau veut revenir, mais normalement il devrait revenir. Voilà, 16 ans après, Martin Fourcade qui a récupéré sa médaille d'or et donc son 10e titre olympique. La Marseillaise a été entonnée justement pour une nouvelle fois donc pour cette médaille. Alors, expliquez-nous un petit peu justement l'histoire hein, de cette médaille 16 ans après qu'il a obtenue. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une disqualification après tant d'années, ce qui est plutôt, j'avais presque inquiétant d'imaginer que ça fait combien d'années? Vous avez dit 16 ans, c'est ça? 16 ans, ouais. 16 ans parce qu'en fait, le Russe, après contrôle antidopage, a été déclaré positif et après décision du Comité international olympique, on a décidé 16 ans après de remettre la médaille, puisqu'apparemment ça n'a pas pu être fait, ça n'a pas pu être fait tout de suite, le contrôle antidopage, ou en tout cas d'une manière cohérente et percutante. Du coup, bon, après mieux vaut tard que jamais. Mais ça n'a pas du tout la même saveur et le même goût quand on vous remet une médaille 16 ans après, C'est... parce que ce qui est important quand vous faites un championnat du monde, une coupe du monde ou un Jeux olympiques, c'est d'avoir le résultat et d'imaginer que vous avez gagné une médaille il y a 16 ans et qu'on vous l'a pas donnée. Enfin bon, mais encore une fois, il l'a récupéré, c'est tout à son honneur. Une Marseillaise était là. Je dirais très bien, et félicitations encore une fois à Martin qui rallonge son palmarès de titres olympiques. Et il a 37 ans, hein, voilà. On va chercher l'âge. Justement, il a 37 ans. Donc il avait... oui, il était très jeune quand quand il avait obtenu Eh oui, cette médaille. oui, Hein. Ouais. bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. C'est ce qu'on dit toujours également. On va continuer, Marc, avec un petit peu d'actualité, justement, durant ce week-end, avec les Jeux d'hiver. C'est terminé également pour Quentin Fercoq, éliminé en quart de finale du 1500 mètres en short track durant ce week-end. Oui, malheureusement pour lui, c'est une épreuve très très spectaculaire. Je pense que vous l'avez suivi comme moi. Les épreuves ne sont pas terminées, très très spectaculaires, avec à mon avis une épreuve aussi dangereuse parce qu'on voit beaucoup de chutes et les athlètes ils n'ont pas beaucoup d'autres d'options pour se protéger. Quand on voit les lames qui sont véritablement des lames de rasoir, quand ils tombent et qui percutent. Et bon, malheureusement, c'était encore une fois une épreuve qui est en général dominée par les Hollandais, par les Coréens aussi. C'est quand même des disciplines, c'était vraiment leur pays et c'est une discipline maître dans leur pays. Donc bah oui, c'est pas simple de pouvoir s'entraîner aujourd'hui en France en short track. Il faut aller à l'étranger. Mais bon, ça fait partie aussi d'un parcours d'un athlète de haut niveau. Voilà, tout à fait. On va continuer avec encore d'autres infos. Il y en a encore pas mal. Durant Ouais. ces derniers jours, avec toujours en ski alpin, dans 4 ans, justement, il a dit, j'irai la chercher, Léo Angno, 6e du slalom géant à 82 centièmes du podium. Ouais, le Angno, le petit jeune, le petit jeune de la Clusa qui fait un très beau géant, une belle 6e place. Il a vraiment skié son meilleur niveau sur une piste elle était pareil pour tout le monde, mais pas vraiment une piste très technique. Le ski français, en tout cas les géants ski français, sont plutôt très performants sur des pentes très raides. Et là, pour le coup, il y avait pas trop de pentes. Il fait une belle 6e place et il fait une analyse en disant que c'est la meilleure façon de se préparer aussi pour les prochaines Olympiades. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vite là, hein. C'est dans 4 ans. Ouais, qui seront à la maison. Qui seront à la Voilà, maison. et ils sont chez nous et nous on sera là. Hein. On sera encore là dans 4 ans pour vous faire vivre ces Olympiades. En plus, ce sera juste à côté. On va continuer, Marc, avec également une désillusion hein, pour Perrine Lafont, 4e de l'épreuve de ski de boss parallèle. Alors ça, c'est l'actualité en gros hein, durant ce week-end. Je voulais justement vous mettre justement en avant, Marc, par rapport à ça. Ouais, Perrine qui doit certainement se reprocher
sa demi-finale. Alors, c'est la première fois que dans l'histoire du speed boss aux Jeux Olympiques, il y avait ce qu'on appelle le format parallèle, le format duel, qui est plutôt très spectaculaire, comme vous l'avez vu, hein, pour les filles, pour les garçons. En demi-finale, ben, elle fait une faute dans les bosses, dans le stand boss. Au lieu de s'arrêter et rester dans la ligne imposée par ce qu'on appelle des banderoles, ben, elle sort, elle passe au-delà de la banderole, ça veut dire que quasiment ben, elle est disqualifiée. Et pendant ce temps, l'américaine se met une méga tarte de l'autre côté. On aurait pu imaginer que pour les demi-finales, si Perrine était restée dans la ligne normale, du fait qu'elle soit pas tombée, même si elle avait fait une erreur technique et au niveau de son ski, vous êtes beaucoup plus pénalisé dans les bosses quand vous tombez, quand vous skippez. Bon, ça fait partie de l'expérience. C'est dommage de pas avoir pu réagir et d'avoir peut-être aussi anticipé des possibilités qui peuvent arriver lors d'une épreuve comme les Jeux Olympiques, une épreuve d'un jour. C'est vrai. On va continuer encore d'autres actus durant ce week-end, Marc. Également, cette fois-ci en patinage artistique. On va faire comme une petite parenthèse. C'était samedi. Déception pour le Français Adam Siaoim Fa qui termine 7e en individuel après une chute. Ouais, mais alors là, vous avez vu cette épreuve de patinage artistique. Enfin, pour les hommes, le favori, l'américain, cherche son encore, qui aussi tombe. C'est absolument hallucinant cette compétition avec beaucoup de chutes aussi. Vous voyez comme quoi la pression, la préparation dont on parle aussi neuropsychologique mais aussi mentale, arrive à faire défaut même chez les plus grands. Il n'a pas été le seul. On est évidemment déçus pour lui. C'est pas du tout ce qu'il a pu faire et reproduire lors des entraînements, mais encore une fois, l'entraînement reste entraînement, la compétition c'est souvent un autre sujet, encore plus lors des épreuves olympiques. Moi, j'ai suivi ça. On était évidemment très, très déçus pour lui parce qu'il jouait potentiellement le podium aussi. Mais on peut être rassurant en disant qu'il n'était pas le seul parmi les grands favoris et notamment l'américain qui survole les championnats du monde et toutes les épreuves depuis le début de l'année et qui lui aussi se met au tapis et qui n'est pas sur le podium non plus. Donc voilà. Voilà. Donc c'était samedi pour le patinage artistique. Alors, on va revenir à aujourd'hui quand même s'il n'y a pas eu de médaille du tout à cette heure-ci. Je pense pas, d'après mes dernières infos que j'ai eues avant de commencer l'émission. On n'a pas eu de notification, donc je pense qu'il n'y a pas eu de médaille. On va quand même revenir sur le ski alpin aujourd'hui. C'est terrible, justement, Paco Rassa qui enfourche justement durant cette journée. En première manche. Ouais, alors on a vu aujourd'hui en slalom 80, je crois que pratiquement 90 partants. On a plus de 57 abandons dans la première manche, donc c'est des chiffres quand même assez importants, sachant qu'il n'y a pas non plus on va pas dire les 30 meilleurs mondiaux, les 40 meilleurs mondiaux, mais ceci étant, c'est quand même des chiffres assez importants. Alors, des qualités, un tracé particulier, une piste aussi particulière qui est en théorie très plate, faut pas se cacher la face. Et là, sur des neiges comme ça, qui étaient assez particulière dans le sens où les parties qui venaient plates et c'était de la neige qu'on appelle du savon. Quand vous posez le pied dessus, ça part comme du savon. Vous voyez, vous mettez du savon sur le pied et ça glisse. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'abandons. Il y a eu beaucoup de gens qui ont forfait. Pas Corazza à première manche, or qui est plutôt bien. Mais on a vu surtout à la deuxième manche Ateli McGrath qui était parti à mon avis, pour être sur le podium, et qui aussi en faut, tout comme Clément Noël. Et c'est l'une des grandes particularités, et je peux vous en parler un peu plus sereinement. C'est quand même, comment dirais-je, c'est très particulier dans le sens où en slalom, vous êtes toujours sujet à l'effet d'enfourcher. Voilà. Voilà pour la réaction de Marc. Merci Marc pour également ces explications très intéressantes au niveau de l'aspect technique, Marc. Également aussi aujourd'hui, on va revenir aussi, j'ai vu tout à l'heure, c'est quand même un peu la honte, la déception de Clément Noël. Il a dit auprès de nos confrères de ici Pays de Savoie après avoir enfourché en slalom. Aujourd'hui, c'était. Oui, après Clément, il a fait son auto débrief et je pense qu'il a eu beaucoup de sérénité, pour être clair. Il y a eu beaucoup de sérénité sur sa propre analyse.
Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup là-dessus. Euh, c'est comme ça, c'est la vie d'un skieur. Aujourd'hui, les sensations n'étaient pas là. Il y avait beaucoup de choses qui ne s'empilaient pas, comme on dit. Et il a fait un constat juste avec tout ce que je comprends, parce que depuis le début de saison, on peut dire que les Français ont été plutôt dominateurs dans l'épreuve de slalom, avec Paco Rastatt, Clément, avec Victor Zandé qui n'était pas là, mais aussi Steven Amier. Bon, je pense que c'est certainement une grande déception déjà pour lui. Soyons clairs, soyons clairs. Il passe au travers de cette première manche, et puis à la deuxième manche, il part, comme on dit, pied au plancher, il enfourche. Eh ben, la particularité que seuls les slameurs connaissent, ce dilemme entre la précision et le fait d'enfoncer et d'être disqualifié. Voilà pour Clément Noël. Donc c'était aujourd'hui, lundi. C'était cet après-midi, on a pu voir justement à la télévision. Alors le tableau des médailles, justement à cette heure-ci, juste avant 19h, que je l'ai enregistré. On voit la Norvège avec 27 médailles, suivi de l'Italie avec 22 médailles, 12 médailles pour les Pays-Bas, 17 pour la 4e position pour les États-Unis, 5e position la Suède avec 11 médailles, la Suisse 6e avec 10 médailles, la France 7e avec 15 médailles, également l'Autriche avec 14 médailles qui est 8e, 9e l'Allemagne qui est 15e et le Japon qui avait 17 médailles qui est 10e. Voilà pour ce classement à dater de 19h. C'était juste avant. Voilà pour la mise à jour de ce tableau de médailles, Marc. Oui, ouais, on est en train de progresser. Ça varie en fonction des sports et puis des résultats. Parce qu'aujourd'hui, on espérait une médaille, une médaille chez les slalomeurs. C'est pas passé, c'est comme ça. On espérait aussi de la part du biathlon, c'est pas passé non plus. Donc c'est comme ça, c'est l'incertitude du sport, quel que soit le sport que vous pratiquez. Voilà, avec la suite du classement, voilà, avec entre l'Australie 11e jusqu'à 21e pour voilà. Et puis également la bas du tableau, c'est pour la Nouvelle-Zélande 21e, la Finlande 23e, 24e, c'est la Bulgarie pour le moment et la Belgique qui est totalement dernière avec une seule médaille à la 25e position. Voilà pour ce tableau des médailles en ce lundi 16 février. Marc, on va passer aux sauces sérieuses, notamment avec vos questions en direct. Vous avez pris l'habitude, je vois bien que vous avez bien pris l'habitude de nous suivre en télévision, sur vos tablettes et vos smartphones. Vous pouvez donc poser vos questions sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch également. Cette émission est diffusée. Je vous rappelle que depuis aujourd'hui, l'émission, si vous avez une télévision 4K, est diffusée en 4K automatiquement. Votre télévision détecte justement le 4K et donc vous pouvez suivre cette émission sur YouTube en 4K. Voilà, donc YouTube un petit peu qui révolutionne la technologie avec la diffusion et en vraiment encore plus clair qu'avant. Donc pour la diffusion de cette émission, voilà, donc c'est un petit peu le progrès actuel. Voilà, donc pour ceux qui ont une télévision en 4K, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. On va continuer, Marc, avec vos questions que vous nous posez auprès de notre consultant sportif. On va commencer par YouTube avec Bob Toussaint. Salbach 0, Cortina 1. La Fédération française de ski devient la Fédération française du SOM. Ne serait-il pas le temps de changer quelque chose, nous demande Bob Toussaint. Dis donc, une question assez directe. Ouais, une question directe. Après, c'est légitimement. Après, voilà. Vous savez, l'année dernière, on est passé au travers pour différentes raisons. Encore une fois, et cette année, ça a basculé aussi Allègre qui finit 4e à 300e, le fameux podium du combiné homme à 1300e. Ça aurait déjà pu amener deux médailles supplémentaires. Aujourd'hui, on passe au travers. C'est aussi l'incertitude du sport. Après, c'est pas à moi de rendre des comptes. On peut faire qu'un bilan et effectivement, quand il y a des bilans comme ça, il faut en tirer des conclusions dans les deux sens. Il faut poser la question aux gens concernés. Et évidemment qu'on est tous déçus de voir ces résultats-là. Mais quand vous avez été athlète de haut niveau, vous savez la difficulté que ça comporte, encore plus pendant les Jeux Olympiques. Il y a certainement des questions à se poser. Il y aura des réponses. Mais moi, je suis pas directeur d'une équipe de France de ski. Je suis pas directeur, je suis pas responsable non plus. Moi, je m'occupe d'athlètes japonais avec des difficultés que ça comporte. Mais après, oui, on peut faire qu'un constat. Et quand le résultat n'est pas là, il faut en tirer, il faut analyser, il faut assumer, il faut en tirer
des conséquences. Aujourd'hui, on est dans une préparation à pratiquement 4 ans pour les prochaines Olympiades. Et 4 ans, c'est demain. C'est demain, sachant que l'année prochaine, il y a le championnat du monde déjà en Suisse, à Crans-Montana, chez nos amis suisses. Donc oui, alors il y a une équipe jeune, par exemple, chez les féminines, en slalom, ça se reconstruit, en géant, il y a certainement du travail à faire. Il y a évidemment, quand il n'y a pas de résultat, il faut pouvoir assumer le manque de résultats avec beaucoup de sérénité. Il y a un chantier, à mettre en place, certainement, oui. Voilà pour la réponse pour Bob Toussaint, justement, une question très très intéressante. On va continuer avec la préparation spécifique des pistes aux Jeux Olympiques, différente de celle justement donc des Coupes du Monde. A-t-elle pu biaiser certaines performances, pardon? Alors, spécifiquement pour les Jeux Olympiques, du fait que le CIO permet à des petites nations, il y a des athlètes de toutes les nations, toutes les athlètes qui veulent concourir, vous avez vu le haïtien tout à l'heure et d'autres nations, pour le coup, les préparations de pistes qui sont traditionnelles lors des Coupes du Monde ne sont pas les mêmes pour les Jeux Olympiques parce que le niveau n'est pas le même non plus. C'est-à-dire que les pistes qui en général sont injectées sont préparées de la manière la plus dure, voire peut-être même des fois excessive. Et là, on est sur des neiges qui sont un peu moins glacées, un peu moins verglacées, un peu plus ce qu'on appelle nous agressifs. Aujourd'hui, ce qui rajoutait une difficulté en slalom, c'est que les conditions atmosphériques aussi, avec l'humidité, avec l'hygrométrie, avec un certain nombre de facteurs, vous avez des qualités neiges différentes et qui sont presque plus propices à chaque équipe. Les Norvégiens s'entraînent beaucoup chez eux sur ces qualités de neige-là. C'est pas tout le cas chez nous, mais encore une fois, un athlète de haut niveau doit être capable d'être performant sur tous les terrains. Et pour les Jeux Olympiques, vous connaissez la devise du baron de Pierre de Coubertin. Voilà. Oui, voilà. Ouais, il faut le rappeler. Merci Marc pour cette réponse justement par rapport donc à ces pistes de ski. On va continuer avec Pierre, 19h41. N'hésitez pas à poser vos questions. Pendant l'épreuve du slalom géant féminin, les commentateurs nous ont donné des explications très confuses quant au quota et aux longueurs des skis chez les filles. Je n'ai rien compris. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer cela de manière claire et précise? On demande un petit peu d'éclaircie par rapport à nos confrères de la télé. Alors en fait, c'est les cotes. On appelle, c'est pas les quotas. Les quotas, pardon. Oui. Les cotes n'ont rien à voir. Les quotas, c'est des quotas que vous avez par discipline, par événement. Enfin bon, il y a ce qu'on appelle les quotas. On en a parlé en France et pas que pour la France. Ce qu'on appelle les cotes des skis. Alors, si j'ai bien compris, c'est notamment sur l'épreuve de géant où Brignone gagne. On n'en a pas parlé, mais Brignone fait une magnifique médaille d'or encore chez elle. En Italie, alors que il y a 10 mois en arrière, elle était dans un fauteuil roulant, elle s'était complètement explosée la jambe, elle était explosée en 1000 morceaux, hein. Certains disent ça, c'était explosé en 1000 morceaux. Brignone qui cale chez elle. Alors, on a parlé. Alors, vous avez 4 disciplines. Vous avez le slalom spécial, le slalom géant, le super géant et la descente. Et essentiellement, si vous avez bien compris, c'était le problème qui se passait en géant. Alors, en géant, pour les féminines, puisque c'était le cas des féminines, il y a des cotes, il y a des longueurs de ski qui sont imposées par le règlement international. C'est-à-dire que toutes les marques de ski, quelles qu'elles soient, ont en géant, vous avez une longueur de 188 plus ou moins 5. Ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 193, pas que, mais vous pouvez pas aller en dessous de 183. D'accord? Il n'est pas question d'aller plus bas. Par contre, vous pouvez aller plus haut. Donc, les filles, aujourd'hui, utilisent, en général, suivant les marques, 1m91, 1m93, elles peuvent éventuellement utiliser 1m95, 1m98, mais vous n'avez pas ce chiffre-là qui est précisé. Vous avez aussi ce qu'on appelle le rayon de la courbe. C'est ce qu'on appelle, sur les skis que vous voyez aujourd'hui, grand public, ce qu'on appelle le radius. Bon, c'est comme ça, c'est un nom, ça s'appelle le radius. Et en géant, le radius est exactement le même chez les filles que chez les garçons. C'est-à-dire que la norme internationale vous impose d'avoir un radius de 30 mètres.
prenons l'exemple, si vous pouvez avoir un mètre 88, mais vous devez obligatoirement avoir un radius de 30 mètres. Vous pouvez avoir un mètre 91, un mètre 93 avec le même radius. C'est une norme internationale. Et c'est le cas chez les filles. Alors en slalom, vous avez des normes aussi, vous avez des standards aussi. Vous pouvez pas aller en delà chez les filles de 1m55, 1m65 chez les garçons, mais vous pouvez aussi avoir des skis beaucoup plus longs. Mais en général, les marques ne fabriquent pas non plus des skis à n'en plus finir. Voilà, donc, on va pour la... Ouais. Alors, en fait, en slalom, vous avez une longueur qui est en fait plus ou moins qui est standard, on va dire classiquement. Or, qu'en géant, vous avez des marques. Par exemple, pour Brignone qui a gagné le géant, elle avait un 191 avec un 30 mètres de rayon. Et la particularité, pour reparler de technique de ski, c'est qu'elle a les mêmes cotes pour la première manche et la deuxième manche. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas la même paire de skis pour la première et la deuxième manche, qui est un classique sur l'ensemble des compétiteurs. Voilà pour l'explication. Donc par rapport justement aux cotes, hein, je ne dis pas quota, je dis bien cotes. C'est ce qu'on appelle les cotes des skis, tout à fait. C'est les cotes des skis et vous avez obligatoirement un numéro de sérigraphie sur la partie du talon. Vous avez des choses qui sont référencées et vous ne pouvez pas tricher là-dessus parce qu'il y a moyen de contrôler le règlement international et les arbitres sont en bas des pistes pour pouvoir contrôler si les skis sont bien respectés, les longueurs sont respectées et surtout les radius. Voilà pour les explications de Marc. Voilà pour ces questions très intéressantes. Puis il y a une autre également, Marc, toujours de Pierre. Certains disent on ne change rien, on garde la même ligne. Au vu des résultats sur ces JO, il serait peut-être temps de changer son fusil d'épaule pour donner une chance à nos athlètes de gagner nos médailles. Pourquoi ne fait-on pas appel aux anciens champions pour renouer avec les médailles olympiques en alpin? Ah, je ne veux pas faire l'avocat du diable. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont s'empresser de donner des réponses et d'expliquer. Après, il y a dans les équipes de France de ski, je vous rassure, mais y compris pas que dans les équipes de France. Vous avez dans les équipes des anciens champions qui sont là, mais vous savez, c'est pas parce que vous avez été un ancien champion que nécessairement vous allez être un bon entraîneur. Hein. Faut être clair là-dessus. et vice versa, c'est l'expérience d'entraîner. Et c'est surtout, j'en parle à chaque fois, et vous le savez, c'est mon cheval de bataille, le système de formation, qui doit être beaucoup plus densifié. Alors aujourd'hui, les entraîneurs qui sont là, c'est des entraîneurs qui ont quand même un vécu, une expérience. Après, on fait des choix. On fait des choix. Il y a des stratégies mises en place qui ont marché ou pas marché. Il faut être capable de les analyser, d'en tirer des conséquences et d'assumer comme il se doit. C'est tout, je pense. Voilà pour Pierre, hein, sa réponse qui était très très intéressant. Merci à lui pour ces questions. Et puis toujours Pierre. Alors Pierre, il a plein de questions, en plus sont super intéressantes. Le concept de préparation mentale n'est-il pas obsolète? Ah tiens, ça c'est un sujet également. C'est marrant, il y a des questions ce soir qui sont parties pour me faire rire. Alors, c'est pas, vous savez, dans le monde du sport de haut niveau, depuis un certain nombre d'années, on nous parle évidemment de préparation mentale, de psychologue. Enfin bon, il y a toutes les versions. Je vous rassure, hein, à notre époque, ça existait aussi. C'est ce qu'on en fait aujourd'hui. De quelle façon les équipes gèrent cela? Alors, soit c'est une décision d'équipe commune, c'est-à-dire que, par exemple, chez les Autrichiennes, chez les femmes, pour citer que ce que je connais, Matthias Berthold, qui est un ancien coureur, qui est allé se former et qui s'occupe beaucoup des Autrichiennes au niveau de ce côté un petit peu mental et psychologique. Après, chaque athlète apparemment a son propre préparateur mental ou je sais pas quelle peut être l'appellation. Je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. La grande évolution qui malheureusement ne date pas d'aujourd'hui, c'est que il y a la préparation mentale et deux, la neuroscience. C'est le travail du cerveau et comment le cerveau fonctionne en fonction de certaines choses. Et je pense qu'il y a certainement un lien, il y a certainement des équipes qui travaillent là-dessus et c'est la grande évolution qui prend un certain temps vis-à-vis de tout ça. Je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Voilà pour la préparation mentale. Donc, pour la question pour Pierre. Alors, justement, une petite question, Marc. Que pensez-vous justement de ces JO
à une semaine déjà de compétition, hein, qu'on a pu voir à la moitié de cette compétition. Que pensez-vous des résultats par rapport à ce que certains disaient, oh, les Français, mais finalement, ils s'en sortent pas trop mal, même mieux qu'on pensait. Oui, parce qu'il y avait ce fameux niveau de médailles. On pensait de bas de 15, on est maintenant au-dessus, et il y a encore beaucoup d'épreuves à venir pour être encore meilleur. Ce qui n'empêche pas que l'arbre cache la forêt. De quelle façon on peut être meilleur, et de quelle façon, pour nous les Français, on peut encore une fois mettre une stratégie et mettre certains programmes et logistiques pour 2030. Parce qu'il est clair que ça va être pour nous un élément important d'être le plus performant possible chez nous en 2030. Donc les médailles sont là. Il y a évidemment, ça passe des fois peu dans beaucoup de disciplines. Hein. Patinage de vitesse, on l'a vu, il fait 4, il fait 5. On a vu aussi au saut à ski avec Valentin. On a vu au biathlon où là il n'y a pas eu de médaille. C'est les filles. On a vu un certain nombre de choses où comment on appelle ça? Évidemment, il faut faire un point. En général, on fait le point à la fin, quand tout est terminé, d'une manière la plus sereine possible, avec beaucoup d'intégrité, pour faire le bilan de tout ça et en tirer des conclusions pour modifier et apporter certainement des choses qui n'ont pas fonctionné pour être le plus performant dans 4 ans. Donc voilà, oui, c'est ça. D'un côté, ces JO vont motiver et justement déjà les préparer pour dans 4 ans, en fait, les athlètes. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Après, il y a des disciplines où c'est compliqué. Je voyais le slopestyle, je voyais le big air, ces épreuves-là où apparemment on n'a pas de matelas, on n'a pas de préparation. Même voir dans le ski de boss, il n'y avait pas un stade permanent pour l'équipe de France de ski. Il y a un certain nombre de facteurs et de choses à mettre sur la table et à discuter, ouvrir les yeux. Sereinement. Il faut être serein par rapport à, vous savez, les erreurs, elles ne sont là que pour vous faire progresser. Il faut en tirer des bilans. Il faut être capable d'analyser. Clément Noël l'expliquait tout à l'heure. Vous savez, gagner, oui, mais l'athlète de haut niveau fait beaucoup plus face à la défaite qu'à la victoire. Mais la défaite, en théorie, doit être là pour analyser, encore une fois, avec de grande sérénité, avec beaucoup de franchise, sans se cacher, sans se voiler la face, pour prendre des décisions à l'avenir. Mais c'est pas moi qui prends des décisions pour certaines personnes. Hein, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. Alors justement, on va parler du village de Cortina avec Pierre qui nous dit village Cortina désert inquiétant pour 2030 avec l'éclatement des sites. Oui, on a pu noter que notamment sur le ski alpin, puisque c'est l'épreuve dont parle, à mon avis, c'est les épreuves, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de spectateurs. Malgré tout, on attendait beaucoup plus de spectateurs dans les épreuves alpines, sachant qu'on est en Italie avec Brignone qui est là, mais pas que. Ça a fait défaut. Maintenant, moi, je n'ai pas la réponse à l'instantané. Il faut encore une fois peser le pour et le contre et voir comment les choses ont été mises en place, la billetterie, les partenariats, les facilités d'accès. Il y a beaucoup de sujets qui rentrent dans un village olympique et la possibilité d'avoir des spectateurs. Puis surtout la facilité de pouvoir se procurer les billets d'entrée. Hein. Voilà, la billetterie, tout le réseau de communication. Ce sont quand même des logistiques importantes. Alors, aujourd'hui, surtout chez nous. Ce qui était expliqué, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de distance. C'est certainement ce qu'on va avoir, nous, en 2030. Au moins que ça serve de leçon, j'espère. Il y a des experts qui sont là-bas, il y a des gens qui sont là-bas pour essayer de prendre la tendance et voir ce qui a bien fonctionné et aussi ce qui a moins bien été pour être modifié, utilisé pour l'Olympiade qu'on aura en France en 2000. Voilà, et c'est vite là, et on sera là avec Marc pour justement pour ces Jeux Olympiques. Alors, une image du jour quand même, avec du côté de Samoa, en fait, pour le retour de sa championne, Romane Miradoli, qui était de retour du côté de Samoa, c'était samedi. Voilà, avec cet article de nos confrères du Messager du Faucigny.
Oui, bah, Roman, on en a parlé. Roman, elle a fait une épreuve exemplaire de Super G. Elle est fêtée dignement chez elle. C'est tout à son honneur. Et encore une fois, je la félicite encore avec elle et toute son équipe. Qu'elle profite surtout, qu'elle profite de ces moments-là, parce que ça passe très très vite. Hmm. Ça passe très vite, ça c'est vrai. Voilà, donc voilà, elle était donc l'une des athlètes qui était de retour durant ce week-end dans la station de Samoin. Voilà pour cette image qu'on voulait partager ce soir. Voilà, Marc, il n'y a plus de questions, Marc. On va faire un petit information au niveau du programme pour demain. Je l'ai pas en tableau. Est-ce que vous savez un petit peu ce qui va se dérouler demain mardi? Alors, du coup, j'ai même, vous savez quoi? J'ai même pas regardé parce que je me suis dit, Johan, il va me préparer ça comme une lettre à la poste. Donc, J'ai pas le programme malheureusement. Bon, le programme, on sait qu'il est très long, toute la journée. ouais. Alors, du coup, je vous ai fait confiance. Et c'est moi qui vais me Non. faire taper sur les doigts. Le consultant qui vérifie pas les fiches. Voilà, c'est ça. Bon, on en parlera demain quand même de la journée de demain, des compétitions qui vont encore se dérouler tout au long de la journée, Marc. Et puis on analysera tout ça et puis vous pourrez également aussi poser toutes vos questions en direct. Voilà pour ce journal des JO. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Ouais, pas de souci, pas de souci. On attend. Alors demain, j'espère que notre ami Brice Bottelier, le responsable tir au signal pour les filles en Coupe du Monde, j'avais demandé de me faire un petit sujet sur les lifters, vous savez, les plaques. Vous avez parlé des plaques l'autre jour. Tac, Il oui. nous explique un peu le pourquoi du comment. J'attends une petite vidéo comme il nous l'a pu gentiment nous la faire pour les. Vous rappelez-vous pour les chaussures de ski. Donc vous allez voir un peu le secret aussi et que les incidences qu'il peut y avoir en fonction des athlètes et de préparation de pistes et des formats de pistes qui sont utilisés lors de ces Jeux Olympiques. Voilà, et on attend le reportage et on le diffusera durant cette semaine dans le journal des JO et puis également Marc qui nous analysera, qui nous expliquera justement ces plaquettes qu'on a pu découvrir déjà un petit peu la semaine dernière, Marc, c'est ça? Ouais, c'est ces petites plaques qu'on utilise au niveau de la fixation de ski en slalom géant avec des hauteurs particulières. Il y a des standards qui sont utilisés chez les filles, chez les garçons, en fonction des hauteurs de plaques, parce qu'en fait, du coup, vous avez le ski, vous avez une plaque, et après vous avez ce qu'on appelle ces lifters. Tout ça, c'est empilé, et c'est en fonction de la structure du ski, de l'épaisseur du ski, de la plaque, qui peut être soit une plaque métallique ou plastique, mais aussi après ce qu'on appelle des lifters, qui viennent se rajouter sur l'avant, sur l'arrière de la chaussure, pour avoir une sensation carrément à plat comme ça, ou un peu plus avec l'avant du pied un peu plus haut, le talon un peu plus surélevé. Et oui, c'est la Formule 1. Et j'espère qu'on aura ce petit sujet-là à vous proposer. Voilà, un petit sujet qu'on attend avec impatience à découvrir dans donc durant cette semaine dans le journal des JO. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous ce soir et puis merci également à tous ceux qui ont posé les questions, toujours très intéressant également avec ces réponses très techniques. Merci Marc d'être avec nous tous les soirs. On le fait travailler pendant ces 15 jours, pendant ces Jeux Olympiques, mais il y avait tellement de choses justement à parler avec tous ces résultats, ces analyses et voilà ces explications également. On est très heureux de vous faire ça. C'est une toute première également pour nous de vous proposer ce format, Marc. Voilà. Ouais, c'est une première avec la place du village. Et j'en suis très heureux. Merci à vous. Voilà, en plus, liberté de pouvoir répondre. On n'est pas trop calculé au niveau du temps. Voilà, on prend son temps pour mieux, justement, analyser ces résultats. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Belle soirée à vous. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour le journal des JO pour la journée de mardi 17 février. Voilà. Parfait. Moi, je vais regarder. Il y a la fin du saut par équipe au grand tremplin chez les hommes. Je vais aller Je suis en train de voir ça. sur. Je suis en train de voir. Très joli. Il y a la bataille Slovénie, Japon, Norvège. On va aller voir ça avec les Autrichiens et les Allemands. Donc oui, une belle épreuve de saut à ski. Je suis en train de regarder sur mon écran de contrôle, c'est vrai. Ça continue chez nos confrères France Télévisions et Eurosport. Voilà. On se donne rendez-vous demain, Marc. Merci d'avoir été avec nous. Allez, allons-y. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée et bonne neige également. Merci, Marc. Merci. Voilà. Ciao.
Voilà. Merci à Marc pour donc ce journal des JO qui se termine en ce lundi. À retrouver, vous le savez, dès demain en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village. Vous pouvez revoir toutes les journaux, les journaux des JO de Milan Cortina à retrouver sur toutes nos plateformes de la place du village. Merci à vous tous de nous avoir suivis.